Alors, bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je voudrais faire un tout petit point sur vos travaux personnels. J'ai reçu encore quelques propositions auxquelles je n'ai pas eu le temps de répondre, mais je vais le faire si vous m'avez envoyé une proposition de sujet. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des difficultés à trouver un sujet ou hésitent entre plusieurs choses? Oui? Alors, quelles sont... Pas du tout, vous n'avez pas du tout d'idée Oui, mais alors, j'avais expliqué qu'en réalité, le fait de chercher fait partie du travail. Parce que pour chercher un sujet, vous êtes obligé de parcourir différents sites, notamment le site de l'Association internationale de linguistique cognitive, de regarder dans des revues. C'est très vaste, voilà, et il faut réussir à... Oui, mais... Non, mais ça, je comprends bien, hein, mais l'idée, c'est qu'il faut que vous me proposiez quelque chose. Il faut absolument que vous trouviez quelque chose. Bon, apparemment, tout le monde a trouvé. Donc, à part... Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vraiment se sentent bloquées Non. Et qui parmi vous ne m'a pas encore envoyé un sujet, une proposition de sujet par mail? D'accord. Alors ça va, vous n'êtes pas trop nombreux, mais faites-le si possible cette semaine, hein, parce que il vous faut quand même le temps d'y travailler pour rendre une première étape du travail au mois de janvier. Hein, bon, certes, vous avez encore un peu de temps, mais il est préférable quand même de fixer les choses rapidement. Hein. Donc, la semaine prochaine, j'espère que tout le monde aura envoyé une proposition. Alors, je vous donne ici le plan de ce que nous allons faire dans la suite de l'année. Donc, on a terminé là, cette première partie très générale sur le contexte historique et le développement des linguistiques cognitives. Donc, on a vu en quoi les linguistiques cognitives au sens contemporain du terme se distinguent du premier cognitivisme, c'est-à-dire du paradigme computo-représentationnel. On a vu quelques principes généraux, quelques principes théoriques des linguistiques cognitives, le naturalisme, le globalisme, l'étude des processus cognitifs qui ne sont pas spécifiquement langagiers, l'attention aux données empiriques fournies par l'usage des langues, c'est-à-dire les méthodologies usage-based. Et puis on a vu également comment peu à peu s'institutionnalisent et rayonnent internationalement ces linguistiques cognitives. On va commencer à partir d'aujourd'hui à travailler sur un certain nombre de concepts de ces linguistiques cognitives, et en premier lieu par le concept de catégorisation qui a été historiquement l'un des premiers à caractériser le champ des linguistiques cognitives. Ensuite, on parlera de la métaphore conceptuelle, des espaces mentaux et de l'intégration conceptuelle, de l'analogie. Et puis, ensuite, on a des grands cadres théoriques pour l'analyse linguistique, ce qu'on appelle les cadres conceptuels, les frames de Fillmore, la grammaire ou les grammaires de construction, et puis ce qu'on appelle la grammaire cognitive, c'est-à-dire Langacker. Je ne sais pas si on ira jusqu'au bout, mais ce serait un peu le but, non pas du semestre, mais jusqu'à la fin de l'année. Alors, commençons donc par la catégorisation, et par ce livre de Lakoff qui finalement a marqué quand même le domaine. Donc vous voyez donc le titre Women, Fire and Dangerous Things, What Categories Reveal About the Mind, un livre dont le sous-titre indique bien que le sujet de l'investigation, c'est celui de la catégorie ou de la catégorisation. Alors, je vous propose une première citation qui est au tout début du livre et qui dresse le cadre général et qui explique pourquoi la catégorisation est intéressante du point de vue de la linguistique cognitive. Et cet intérêt, il est présenté
sous la forme d'une opposition entre l'objectivisme et l'expérientialisme. Donc entre un point de vue, disons, perçu par Lakoff, hein, comme ancien, classique, etc., qui est l'objectivisme, et puis un point de vue nouveau, qui est le sien, qui est l'expérientialisme. Alors voyons un petit peu cette citation. Donc je traduis en gros. Hein. Ce livre cherche à rassembler un certain nombre de preuves de l'idée que la raison est incarnée, embodied, hein, on peut traduire en français par incarnée, et imaginative. En particulier, la preuve qui vient de l'étude de la façon dont les gens catégorisent, donc font des catégories. Donc cette idée que la raison est embodied, c'est l'idée que on ne raisonne pas en tant qu'être humain comme une machine, comme un ordinateur ou comme notre façon de construire des concepts, donc des catégories, de raisonner, de réfléchir, elle dépend en fait de notre corps, de la façon de notre organisme en quelque sorte. Hein. Donc il y a une corporéité, une incarnation de la raison. Les systèmes conceptuels sont organisés en termes de catégories. Donc, vous voyez que le concept, la notion de catégorie vise à caractériser la façon dont sont organisés les systèmes conceptuels. Donc, il y a une sorte d'équivalence entre concept et catégorie ici. Enfin, ouais. Et notre pensée, la plupart de ce qui concerne notre pensée, voire toute notre pensée, implique ces catégories. Donc penser, ça signifie manipuler des catégories, autrement dit. D'où l'intérêt du concept de catégorie. Hein. Le point de vue objectiviste repose sur une théorie des catégories qui remonte aux anciens Grecs et qui, même aujourd'hui, est considérée comme acquise, voire complètement vraie, comme acquise, comme étant non seulement sûrement vraie, mais certainement et indubitablement vraie. Hein. Donc cette idée qu'il y aurait comme ça une espèce de théorie prise comme une vérité sur la catégorie qui est donc la théorie objectiviste. On en reparlera après, bien sûr. Hein. Cependant, les études contemporaines sur la façon dont les êtres humains catégorisent effectivement les choses, suggèrent que la catégorisation est complètement différente et plus complexe. Donc là, rien n'est dit hein, de la façon de caractériser ce point de vue objectiviste et ce point de vue auquel il s'oppose. Mais je peux vous dire tout de suite que ce point de vue objectiviste auquel Lakoff s'oppose est le point de vue de la catégorisation sous la forme de ce qu'on appelle les conditions nécessaires et suffisantes. C'est le modèle des conditions nécessaires et suffisantes qui est un modèle de la catégorisation. C'est ce modèle-là qu'il a en vue lorsqu'il parle du point de vue objectiviste. Hein. C'est que les catégories seraient définies par des propriétés dans le monde. Alors, ce qui est le plus intéressant pour moi dans ces travaux de recherche, dans ces études, c'est qu'elle semble fournir une preuve de la conception expérientialiste de la raison humaine contre cette perspective objectiviste. Prise une à une, ces études, donc les études qui font l'objet du livre, hein, les études sur la catégorisation, sont des choses qui intéressent les universitaires, mais prises comme une totalité, elles ont quelque chose de magnifique, c'est-à-dire la preuve que l'esprit est plus qu'un simple miroir de la nature ou un processeur de symboles, hein, et qu'il n'est pas anecdotique pour l'esprit que nous ayons des corps
et que la capacité à comprendre, la capacité de comprendre et de penser, d'avoir des pensées qui ont une signification, va bien au-delà de ce qu'une machine peut faire. Bon, donc là, vous retrouvez cette idée générale, enfin d'un point de vue complètement, enfin simplement déclaratif, hein, que ce qui va être pris en considération, c'est l'idée que la catégorisation telle qu'elle est développée dans ces études auxquelles Lakoff nous introduit dans ce petit texte, eh bien, ce seront des études dans lesquelles les catégories ne sont pas vues comme des choses qui existent dans le monde et qui sont reflétées dans l'esprit, mais comme étant, en quelque sorte, produites par l'esprit humain en fonction du fait qu'il a un corps. Alors, je prends un premier exemple qui a été un exemple utilisé également par ces linguistes de linguistique cognitive, qui est la question de la catégorisation des couleurs. Alors, les couleurs, évidemment, on peut difficilement dire qu'elles existent dans la nature. Dans la nature, ce qui nous parvient, c'est une continuité de longueur d'onde qui font qu'on passe d'une couleur à l'autre insensiblement, mais notre perception à nous est discontinue. On voit des zones, en principe, le violet, le bleu, le vert, le jaune, le rouge, le noir, le blanc, etc. Alors, simplement, je rappelle que si nous percevons les couleurs, c'est une lumière est reflétée sur un objet. L'objet sélectionne un certain nombre de longueurs d'onde qui vont être captées par nos systèmes sensoriels, c'est-à-dire ici les cônes du système visuel qui envoient des informations au système nerveux en classant les longueurs d'onde selon selon une répartition entre trois longueurs d'onde. Il y a, je veux dire, notre système visuel n'est pas sensible à... Enfin, je veux dire, on a 3 types d'informations qui viennent au cerveau selon les longueurs d'onde, et c'est à partir de là qu'on va avoir la perception et la possibilité de dire que c'est la couleur rouge, par exemple, en l'occurrence, pour la vision de cette pomme. Alors, la question c'est que est-ce que les couleurs sont produites par notre esprit ou est-ce qu'elles existent d'une certaine façon dans la nature? Alors, cette discontinuité, ce qui est clair, c'est que la discontinuité de notre expérience des couleurs, puisque spontanément, si je vous montre un objet quelconque, vous allez pouvoir me dire de quelle couleur il est. Par exemple, ici, vous allez dire qu'on a affaire à du vert, ici à du bleu. Bon, là, c'est un peu mal... enfin, la couleur est un peu déformée, mais c'est un genre de bleu foncé, normalement. Bon, on le voit plus comme un violet ici, mais... Enfin bon, vous avez des noms de couleurs qui vous permettent d'identifier les couleurs. Donc, d'une manière discontinue. Ça, c'est du bleu, ça, c'est du vert. Après, il peut y avoir des frontières, c'est bleu-vert, on pourrait dire, dans certains cas. Mais globalement, la discontinuité n'est pas dans le monde, donc elle est produite par notre système cognitif. Et alors là, il y a 2 hypothèses possibles. Soit cette discontinuité provient des caractéristiques partagées par tous les êtres humains qui sont les caractéristiques du système perceptif et cognitif de l'être humain. Dans ce cas-là, c'est un point de vue plutôt universaliste, c'est-à-dire que
il y a un mécanisme cognitif commun à tout le monde, quelle que soit sa langue, sa culture, de perception des couleurs. De toute façon, quoi qu'il arrive, il y a forcément quelque chose d'un peu commun. Ou bien, on perçoit les couleurs en fonction des termes qui existent dans nos langues, hein, c'est-à-dire en raison de propriétés linguistiques. Il y a des termes qui désignent des couleurs, qui sont variables selon les langues et les cultures. Alors, pareil, je vous ai donné un exemple ici, sur lequel on reviendra à partir d'une étude récente. Bon, en anglais ou en français, vous avez ici vert et ici bleu, hein, en admettant qu'ici, là, le projecteur devrait montrer du bleu foncé. Donc, en français ou en anglais, on a deux couleurs, du vert, du bleu. Mais en russe, alors je sais pas, est-ce qu'il y a des étudiants ici qui parlent le russe? Oui. Alors, on dispose de deux mots, sini et goluboy, pour le bleu plutôt foncé et le bleu clair. Hein, vous êtes d'accord? Donc, en russe, vous avez ces deux mots, sini et goluboy, pour distinguer le bleu clair et le bleu foncé. Donc la question va être, est-ce que la perception du russophone est différente de la perception du non-russophone? C'est-à-dire, si vous avez deux mots pour ces deux sortes de bleu, le bleu foncé et le bleu clair, est-ce que vous percevez deux couleurs différentes? Ou est-ce que vous percevez une seule couleur, comme dans les langues où il n'y a pas deux mots pour dire le bleu? D'accord? Donc, dans l'hypothèse universaliste, tous les êtres humains perçoivent les couleurs de la même façon. Donc là, c'est le facteur cognitif qui est dominant. Donc on va dire ici, bah oui, même s'il y a deux mots, peu importe, on perçoit deux nuances de bleu, et simplement, il y a une langue où il y a un nom spécial pour telle nuance et pour telle autre. Et puis dans l'hypothèse relativiste, qui va être, enfin à supposer qu'on soit dans la version forte de l'hypothèse relativiste, on perçoit les couleurs selon le vocabulaire des couleurs dont nous disposons. Autrement dit, là, ça veut dire qu'un russophone ne peut pas ne pas percevoir deux couleurs différentes. Pour lui, ces deux bleus sont deux couleurs différentes. C'est pas juste le bleu avec deux nuances. D'accord? Vous voyez? C'est ce que vous diriez, vous? Ce sont deux couleurs différentes? Oui. Hein. Bon, donc, on a la réponse à la question. Au revoir, on peut arrêter le cours. Non, non. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure une expérience sur ce sujet. Mais, vous voyez que c'est intéressant parce que ça montre à quel point nos langues peuvent modifier nos systèmes cognitifs. Bien. Alors, un mot tout de même sur ce qu'on appelle relativisme. Parce que là, quand on parle de relativisme en linguistique, on parle d'une hypothèse qu'on appelle l'hypothèse de Sapir-Whorf, qui sont les noms de deux linguistes célèbres, hein, Benjamin Whorf et puis Édouard Sapir. Alors, je vous donne ici une citation de Whorf. Le système linguistique d'arrière-plan, en d'autres termes la grammaire, donc le système linguistique d'arrière-plan de chaque langue, n'est pas seulement un instrument de reproduction servant à vocaliser des idées, mais il est lui-même formateur d'idées. Donc le système linguistique produit des idées. Le programme est le guide de l'activité mentale de l'individu, de son analyse des impressions, de sa synthèse de ses ressources mentales. La formulation d'idées n'est pas un processus indépendant, strictement rationnel au sens ancien du terme, mais fait partie d'une grammaire particulière et diffère d'une grammaire à une autre dans des proportions plus ou moins grandes. Et c'est là, si vous voulez, un peu la déclaration fondamentale de ce relativisme. Nous découpons la nature selon les tracés que notre langue a dessinés sur elle. Autrement dit, vous percevez le monde en fonction de la langue qui est votre langue, disons, maternelle. Parce qu'après, quand on est dans le plurilinguisme, on va dire que c'est un peu plus compliqué, mais dans une situation, disons, de monolinguisme dominant, tout au moins, d'une langue dominante, ce qui est toujours le cas, mais on perçoit le monde en fonction des catégories que la langue véhicule.
Nous ne découvrons pas les catégories et les types que nous isolons à partir du monde des phénomènes, parce qu'elles se trouveraient sous le nez de tout observateur. Au contraire, le monde se présente à nous sous la forme d'un flux kaléidoscopique d'impressions qui doit être organisé par nos esprits, c'est-à-dire en grande partie par nos systèmes linguistiques mentaux. Nous sommes ainsi confrontés à un nouveau principe de relativité, selon lequel les mêmes preuves physiques ne conduisent pas tous les observateurs à la même image de l'univers, à moins que leurs ressources linguistiques soient similaires ou puissent être ajustées de quelque manière. Donc vous voyez que c'est cette idée, alors on utilise relativisme, vous voyez que la notion de relativité, là il y a une sorte d'allusion à la théorie de la relativité en physique, hein. Bon, mais en fait ça n'a absolument rien à voir, là c'est vraiment une allusion purement rhétorique, disons. C'est cette idée donc qui est en partie partagée donc par Lakoff dans la première citation qu'on a vue, hein, que ce qui se produit dans l'esprit humain, dans le système cognitif humain, n'est pas qu'un reflet de ce qui existe dans le monde. Inversement, notre perception du monde est conditionnée par la structuration du système cognitif causée par le fait que nous parlons, utilisons, comprenons une langue particulière. Alors, je vous disais que cet exemple de la catégorisation des couleurs a été un cas d'étude important dans les linguistiques cognitives, et c'est le cas en particulier de ce livre connu, Basic Color Terms, de Berlin et Kay, donc un livre de 69, dans lequel les auteurs ont étudié les classifications des couleurs dans différentes langues. Alors, ils ont étudié une vingtaine de langues sur le terrain, donc en interrogeant des personnes, et puis ils ont récupéré des données sur 78 autres langues, hein, donc, qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas allés eux-mêmes récupérer les données sur le terrain, mais ils ont pris de la documentation sur les noms de couleurs dans les langues, et en observant, donc vous voyez, dans une petite centaine de langues, en observant tous les mots qui désignent des couleurs, ils sont arrivés à l'idée qu'on a 11 termes de base de couleurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un terme de base? Un terme basique de couleur. Un terme de base, il est monolexémique, donc il y a un seul mot, hein. On ne peut pas dire, par exemple, rouge, c'est monolexémique, mais rouge clair, rouge foncé, rouge tomate, là, c'est pas monolexémique, donc ça, c'est pas un terme de base, hein. Le terme de base, c'est rouge. Il ne doit pas être sous-ordonné, donc écarlate n'est pas un terme de base, parce que c'est une sorte de rouge, donc on ne prend que les catégories les plus générales. Et il ne doit pas être d'application restreinte à un domaine. Par exemple, blond, on ne l'utilise pas on l'utilise pour les couleurs de cheveux en général, hein, et pas tellement pour d'autres choses. Je veux dire que si vous avez, je sais pas moi, une veste qui est de la même couleur que des cheveux blonds, personne ne vous dira « j'aime bien ta veste blonde ». C'est très bizarre, hein. Donc le terme de couleur est restreint dans son usage. Donc ça, c'est un critère qui fait qu'il est éliminé de la liste des termes de base. Et puis, bon, la dernière caractéristique est plus générale, il doit être psychologiquement saillant, c'est-à-dire que le mot est courant et facilement trouvé, hein. Quand on demande la couleur, de quelle couleur est cette chose, les gens le trouvent facilement. Alors, quand on observe les lexiques des couleurs dans différentes langues, on se rend compte que les lexiques sont plus ou moins développés, c'est-à-dire que d'une langue à l'autre, on n'a pas le même nombre de noms de couleurs, hein, il y a des lexiques plus développés que d'autres. Et les lexiques qui ont le même nombre de termes de couleurs ont à peu près les mêmes catégories de couleurs. Alors, il y a une notion qui est importante et qui va être utilisée ensuite sous le nom de prototype,
c'est le nom de couleur, c'est la notion de couleur focale. En fait, cette notion de couleur focale, elle désigne l'idée que quand vous prenez une couleur quelconque, mettons par exemple le rouge, eh bien, il y a une certaine teinte de rouge qui est la teinte prototypique du rouge, qui est vraiment le rouge le plus caractéristique. Les couleurs sont organisées comme ça, avec une couleur focale à l'intérieur d'une catégorie de couleurs. Alors le vert, il y a une certaine sorte de vert qui est le vert par excellence. Et puis il y a d'autres possibilités. Le vert peut être plus ou moins clair, plus ou moins foncé, par exemple, plus ou moins brillant, plus ou moins mat, etc. Mais il y a une teinte de vert particulière. Alors quand ça c'est le résultat de leur étude, hein, ils ont remarqué que si une langue a 2 termes de couleur, elle a blanc et noir. Si elle a 3 termes de couleur, elle a blanc, noir, rouge. Si elle a 4 termes de couleur, elle aura blanc, noir, rouge et soit vert, soit jaune. Si elle a 5 termes, elle aura blanc, noir, rouge, vert et jaune. Si elle a un terme de plus, elle aura aussi le bleu, etc., etc. Donc en fait, il y a une sorte, les choses ne sont pas complètement aléatoires. Il y a des régularités d'une langue à l'autre. On trouve une sorte d'organisation privilégiée dans les lexiques de couleurs, dans les termes de couleurs du lexique des langues. Alors, donc ça c'était le résultat qui a été commenté. En fait, ce qui va nous intéresser surtout, c'est cette notion de couleur focale, parce que c'est celle qui va être ensuite développée sous la dénomination de prototype. Mais cette étude, elle a donné lieu, après coup, à un certain nombre de critiques. Oui, pardon. Attends, pardon, je n'ai pas bien compris votre question. Alors, si en français il y a un mot pour désigner une couleur. Ah oui, mais la couleur existe, c'est ça le problème. Quand vous dites la couleur existe, est-ce qu'elle existe? Si vous n'avez pas de mot pour la désigner, elle n'existe pas. Ben, elle n'existe pas en tant que couleur. Regardez l'exemple tout à l'heure du russe. Il y a 2 mots pour dire le bleu. Sini, goluboy, selon que le bleu est foncé ou clair. Donc un russe va dire la couleur sini existe. Mais pour des francophones, par exemple, c'est bleu, c'est tout. Il n'y a pas une couleur spéciale. D'accord? Donc, s'il n'y a pas de mot pour désigner cette couleur, d'une certaine façon, la couleur, elle n'existe pas. Les couleurs, elles ne sont pas dans la nature. Le découpage d'une couleur à l'autre n'est pas dans la nature. Il est dans les langues. Alors, on verra après, avec cet exemple à nouveau du bleu et dans une étude récente, que les choses sont un petit peu plus compliquées que ça. Mais l'idée générale, c'est ça. C'est que si il n'y a pas de mot pour désigner une couleur dans une langue, ça va être un mot plus général. Hein. Par exemple, dans une langue où n'existe que des mots renvoyant à blanc, noir, rouge, on peut imaginer que toutes les autres couleurs vont être regroupées dans blanc, noir ou rouge. C'est-à-dire qu'on aura, par exemple, tout ce qui est un peu clair va être nommé blanc, tout ce qui est un peu foncé va être nommé noir, et il y aura juste un nom spécial pour ce qui est rouge. Donc par exemple, le jaune clair, on va utiliser le mot qu'on nomme ici blanc. Donc en fait, on peut toujours désigner les couleurs, même s'il n'y a pas de mot spécial dans la langue, mais on va simplement utiliser un mot un peu plus général. Exactement comme en français, un français va dire bleu, aussi bien pour Sini que pour Goluboy en russe. Le russe, il voit 2 couleurs différentes, le bleu clair, le bleu foncé. On n'a pas cette distinction en français, qu'est-ce qu'on fait? On utilise bleu.
Après, on peut préciser bleu clair, bleu foncé si on veut, mais on a cette solution. S'il y a moins de termes de couleurs, ça n'est pas que les couleurs ne sont pas perçues, on voit bien des différences, mais c'est qu'elles sont groupées dans des catégories plus grandes, en fait. Les noms de couleurs renvoient à des catégories plus vastes. D'accord ? Oui, alors après, il y a la question des nuances de couleurs, mais là, on parle bien des couleurs de base. Parce qu'ensuite, on peut apporter toutes sortes de nuances. Oui. D'ailleurs, évidemment, il y a toute une éducation à ça. Je veux dire que, par exemple, un artiste, peintre, un peintre, un coloriste, lui, à la limite, il ne va jamais voir du rouge. Il va voir du pourpre, de l'écarlate, etc. Alors, donc, par la suite, cette étude a été fortement critiquée. Alors, je vous donne cet extrait d'un article très intéressant encore de Jean-Michel Fortis, dont je vous l'avais dit, c'est l'historien des idées en linguistique spécialisé dans le domaine des linguistiques cognitives. Il a beaucoup écrit sur ce sujet, et là, c'est un extrait d'un article qui montre comment s'est développée la théorie du prototype d'Eleanor Roche, dont on va parler plus tard. Donc, il dit la chose suivante: d'une méthodologie discutable. Donc, il y avait un problème avec le choix des informateurs. Parfois infidèles à ses propres règles. Manifestement, quand leur définition des termes de base, ils ne l'ont pas suivi aussi rigoureusement qu'ils auraient dû. Pleine d'erreurs de toutes sortes, accusée de redécrire des données disponibles pour les conformer à l'hypothèse de départ, l'étude de Berlin et Kay n'en a pas moins reçu un accueil globalement favorable. Donc c'est une étude qui a quand même marqué. Sa valeur a été amplifiée par le succès de la théorie du prototype et sa réduction à un modèle neurophysiologique, deux développements postérieurs qui ont contribué à la légitimer. Elle a depuis connu de multiples modifications sans que ses fondements aient été remis en cause par ses auteurs. Donc, c'est une théorie, c'est la théorie de Berlin et Kay, qui n'a sans doute pas une validité scientifique assurée, mais qui a eu un impact dans l'histoire de la discipline. Un autre article là de Françoise Panoff, un article plus ancien, avec donc une remarque sur un type d'erreur qu'ont commis Berlin et Kay. L'erreur la plus grave que contient la méthode de Berlin et Kay est d'éliminer des termes de couleur des catégories non incluses dans la carte Munsell, qui était une carte de classification des couleurs, comme une sorte de nuancier, ce qu'on appelle un nuancier. C'était le mérite de travaux comme ceux de Conklin d'attirer l'attention sur les catégories autres que proprement chromatiques, qui pouvaient entrer dans la définition des termes de couleur. Ainsi, pour analyser les termes à nous rendus par vert et brun, il était obligé de tenir compte de l'opposition humide et sec. Alors, en effet, il est possible que dans certaines langues, le nom de couleur soit associé à une autre propriété. Alors évidemment, si on élimine, par exemple, donc je ne sais pas, là ici pour vert et brun, on a l'association du vert et de l'humide et le brun avec le sec. D'accord ? Donc si on élimine ces caractéristiques de la description, eh bien, on fausse les données. D'accord ? Par exemple, dans un groupe de langues qui a été étudié en Nouvelle-Guinée, le groupe Dani, des langues du groupe Dani, on avait des mots comme terne et brillant qui sont verbalisés, enfin qui sont notés par Berlin et Kay noir et blanc. Vous voyez, donc quand on note noir et blanc, ça ne veut pas dire forcément noir et blanc. C'est deux noms de couleurs pour faire une opposition de base qui peut être entre brillant et non brillant. Donc là aussi,
c'est quelque chose qui peut fausser les résultats, parce que si on comprend noir et blanc au lieu de terné brillant, c'est quand même un peu totalement différent. Alors, les Dani, c'est une population de la Nouvelle-Guinée, et Eleanor Roche a travaillé, qui est celle qui a développé ensuite la notion de catégorisation. Elle a travaillé sur les langues de ce groupe. Encore une citation de Fortis du même article. Les recherches sur les Dani se développent dans deux directions, toutes deux destinées dans la perspective de Roche à mettre à l'épreuve l'hypothèse de Sapir-Whorf. Donc, est-ce que effectivement on a des langues qui déterminent notre vision du monde, ou est-ce que nous percevons le monde tel qu'il est? D'une part, et dans un premier temps, il s'agit de vérifier si leur mémoire des couleurs est différente de celle des anglophones. Ce qui, si tel était le cas, plaiderait pour une influence de la langue. D'accord ? Donc, si on fait des expériences sur la mémoire des couleurs et que les résultats des expériences sont différentes parce qu'on est dans des langues différentes, ça voudrait dire que les langues influencent les systèmes cognitifs. D'autre part, et dans un second temps, leur langue étant dépourvue de noms stables pour les couleurs focales, ils sont à l'égard des catégorisations possibles de l'espace des couleurs, des sujets que Roche considère comme vierges. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de nom stable pour les couleurs focales dans cette population, pour eux, si on leur donne des noms de couleurs pour certaines couleurs, c'est comme si c'était une information totalement nouvelle pour leur système cognitif. On peut donc leur enseigner différentes partitions possibles de cet espace, donc, c'est-à-dire découper l'ensemble des couleurs de façon différente, puisque de toute façon, dans les langues de ce groupe, on n'a pas les couleurs basiques. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut. Ces partitions seront considérées comme naturelles si elles sont construites autour des couleurs focales de Berlin et Kay, ou non naturelles si elles ne sont pas construites autour de ces couleurs focales. Et puis donc, on verra si les Dani ont une préférence pour les partitions naturelles. Donc, c'est-à-dire qu'on propose, donc dans une perspective de linguistique de terrain, on propose aux locuteurs de ces langues d'identifier des couleurs en utilisant deux types de partitions de couleurs, donc des échantillons de couleurs, et on fait comme si on leur enseignait ces échantillons de couleurs, et puis on regarde si ça marche, s'ils les ont bien retenus, ensuite on leur montre par exemple, voilà, je sais pas, ça c'est le rouge, ça je l'appelle rouge, ça je l'appelle vert, ça je l'appelle bleu, etc. Bon, avec les couleurs focales de Berlin et Kay. Comme eux n'ont pas de nom pour chacune de ces couleurs, c'est quelque chose de nouveau pour eux. On leur enseigne, si vous voulez, un vocabulaire de couleurs. Et on le fait de deux façons. On le fait comme ça en utilisant les couleurs focales de Berlin et Kay. Et puis on le fait aussi en utilisant un autre découpage qui n'a rien à voir. Par exemple, on fait passer la frontière entre le vert et le bleu, et puis on fait passer un vert très clair qui est presque bleu, mettons, pour une couleur focale, etc. Vous voyez, on utilise comme modèle, dans la nomination des types de couleurs, autre chose que les couleurs focales. Et donc, soit le résultat de l'apprentissage entre ces deux types de couleurs est indifférent, soit, si on enseigne ces sujets du groupe de langue Dani avec des couleurs focales, avec les couleurs de Berlin et Kay, eh bien, ils ont de meilleures performances, ils se souviennent mieux, etc. Et dans ce cas-là, ça voudra dire que c'est quelque chose qui existe, qui ne dépend pas des langues. Alors, là, je voudrais vous expliquer le résultat d'une étude détaillée sur l'effet des langues, donc sur la discrimination de couleurs. Donc, on peut juste regarder un petit peu la présentation ici, parce que je ne vais pas avoir le temps donc j'y reviendrai la semaine prochaine.
Donc, vous voyez, on revient sur cette idée de Cini et Goluboy. Donc, l'anglais et le russe divisent le spectre de couleurs différemment. À la différence de l'anglais, les Russes font une distinction obligatoire entre le bleu clair, Goluboy, et le bleu foncé, Cini. Donc, ils recherchent si cette différence linguistique conduit à des différences de discrimination. Donc, est-ce qu'on voit mieux la différence entre le bleu clair et le bleu foncé quand on a deux mots pour les caractériser que quand on n'a pas de mots pour distinguer les deux bleus? D'accord? Bien, mais on verra le détail de cette étude la semaine prochaine. Pour terminer cette heure, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de faire? L'important, si vous voulez, là, on va parler encore un petit peu de cette question de la catégorisation des couleurs à partir donc de cet article la semaine prochaine. Ça va nous amener à la problématique générale de la catégorisation. Hein. Vous avez bien compris, je prends l'exemple des couleurs, non seulement parce que c'est un exemple qui a été privilégié dans le développement des linguistiques cognitives pour aboutir à la théorie du prototype, mais aussi parce que, au fond, c'est un exemple très très représentatif du fait que les catégories que nous utilisons, certes, dépendent de la nature, puisque les longueurs d'onde différentes, c'est un phénomène physique, ça. Le fait qu'il y ait des longueurs d'onde différentes qui produisent sur nous des effets de couleurs différents, c'est un phénomène physique. Les longueurs d'onde, on peut les calculer. On peut avoir une machine qui détecte si on la programme correctement, si c'est du rouge, du bleu, du vert, etc. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la nature, ce qui existe, c'est un continuum de longueurs d'onde. Alors que dans notre esprit à nous, ce sont des catégories séparées. C'est une discontinuité. Et cette discontinuité, ce qui est certain, c'est qu'elle n'existe pas, au moins pas apparemment comme ça, dans la nature. Donc elle est produite par notre esprit. Et la question à ce moment-là, c'est est-ce qu'elle est produite universellement par notre esprit, c'est-à-dire est-ce que tous les êtres humains, en raison du fonctionnement du système cognitif, vont catégoriser les couleurs d'une manière analogue, ou bien est-ce que dans cette catégorisation des couleurs, nous dépendons des langues que nous parlons? Est-ce que nous voyons les couleurs différemment selon les langues que nous parlons? Donc c'est ce point précis que l'étude de Vinaver, etc., aborde avec un protocole assez simple à expliquer. C'est pour ça que je l'ai choisi pour vous la présenter. Voilà, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous dis donc à la semaine prochaine pour la suite de cette histoire.